2022, Macron reste devant son téléphone et téléphone. Il se fait filmer en train de téléphoner. Il se fait filmer, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que je veux dire par là? On nous avait vendu l'Union européenne en disant la voix de la France sera plus forte. Non, il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, en politique étrangère, la voix de la France est complètement étouffée, écrasée. C'est-à-dire que dans cette crise, on est à la remorque de la politique de l'OTAN, des souhaits des Polonais, des pays baltes, et que la France n'a plus aucune politique étrangère indépendante là-dedans. Macron, de temps en temps, fait des déclarations, mais je vous rappelle quand même qu'on est, le seul pays à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité, le seul pays à avoir la force nucléaire, désormais, dans l'Union européenne. Et donc, ça nous donne quand même un certain statut qu'aucun des autres 26 États n'a dans l'Union européenne. Eh bien, premier constat, l'Union européenne nous a complètement interdit toute politique étrangère indépendante dans ce conflit. Et vous m'empêcherez pas de penser à une grande dame qu'on oublie un peu peut-être aujourd'hui, mais qui s'appelait Madame Garot, et qui à un moment avait eu cette citation dans une émission il y a une vingtaine d'années, qui avait dit: l'Union européenne nous amènera à mener des guerres qui ne sont pas les nôtres, et de ne pas mener les guerres qu'on devrait mener. Et c'est exactement ça. Je suis désolé, aujourd'hui, on devrait plutôt mener des guerres contre l'islamisme et le djihadisme en Afrique pour avoir la stabilité sur ce continent, pour éviter des vagues migratoires, pour aider nos alliés traditionnels. En réalité, on est en train petit à petit de se laisser engluer dans une crise du côté de la Baltique et du côté de l'Europe centrale, qui n'est pas notre zone habituelle. Voilà. Et je répète quand même, quand on me dit oui, mais les Ukrainiens, c'est nos alliés, non, je suis désolé. Ils sont peut-être européens, mais ils ne sont pas dans l'Alliance, ils ne sont pas dans l'OTAN. Ou sinon, pourquoi on n'est pas allé s'engager dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Pourquoi on ne va pas s'engager dans le conflit au Yémen? Pourquoi on ne va pas s'engager dans d'autres conflits? Voilà. Donc là, c'est quand même un choix où on est entraîné. Premier constat, la France n'a plus de politique étrangère. Et je rajoute que M. Macron est déconsidéré. C'est un secret pour personne que j'ai un certain nombre d'amis en Russie. Je peux vous dire que l'histoire où il enregistre les communications avec Poutine, ce qui est normal, tous les chefs d'État, je pense, le font, mais surtout qu'il les met en public. C'est ça qui est choquant. Et puis qu'il les met en public en coupant les passages qu'il arrange, etc., pour faire, voilà, c'est moi, c'est moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, plus personne n'a envie de discuter avec lui au téléphone parce qu'il sait très bien qu'il n'y a plus aucun secret possible. Voilà. Un reproche qui avait aussi été fait par le président chinois à Trudeau. Oui. Mais voilà, je veux dire, les Russes sont des gens qui ont une certaine éducation, même si on ne partage pas un certain nombre de leurs choix. Donc ils ne disent rien, mais je peux vous dire que désormais, ils ont retenu la leçon. Voilà. C'est-à-dire que la diplomatie, ça exige de la discrétion, ça exige par moments un certain secret quand c'est pour les bonnes choses, et on ne fait pas de la diplomatie en se mettant sur le plateau d'Hanouna, ou on ne fait pas de la diplomatie en voulant faire une émission de télé-réalité. C'est ce qu'a voulu faire Macron, il est totalement déconsidéré. Premier constat, on n'a plus de politique française, et c'est extrêmement grave. Parce que je constate que nous, on soutient aveuglément tous nos alliés dans cette zone. Malheureusement, quand l'armée française était au Mali ou ailleurs, on était un peu seul. On était un peu seul. Deuxièmement, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a en réalité deux Europes. Et je pense qu'on n'a pas mesuré les conséquences de l'élargissement de 2004. En 2004, l'Europe prend une dizaine de pays qui ont leur histoire et qui est essentiellement une histoire, et je ne les blâme pas, c'est leur histoire, voilà, qui ont leur histoire qui consiste à avoir été sous le joug de l'Union soviétique depuis 1945, depuis la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc des pays qui, comme la Tchécoslovaquie, ont connu les chars soviétiques quand ils voulaient s'en émanciper, ou d'autres. Et donc on ne réagit pas de la même manière. Le dernier soldat du tsar a quitté Paris en 1815. Donc ça fait 207 ans si je sais compter. Le dernier char soviétique a dû quitter Varsovie ou Tbilissi ou Vilnius, Varsovie, Tallinn ou Vilnius il y a 30 ans. Et donc forcément, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires se souviennent de leur jeunesse. Et je comprends les Polonais, je ne les blâme pas, je comprends les Polonais ou les Baltes qui ont une peur bleue des Russes et qui veulent à tout prix qu'on s'engage dans cette guerre. Parce qu'ils se disent ce seront les suivants. Est-ce que
c'est toujours difficile de dire est-ce que la Russie en réalité veut aller plus loin. Moi, quand j'entends certains me dire « Ah oui, mais les Ukrainiens se battent pour les Français », très franchement, quand on voit les difficultés de l'armée russe à progresser en Ukraine, qui peut croire sérieusement qu'ils vont arriver demain à Brest ou à Paris? Voilà, faut être sérieux. Mais on peut comprendre que les Polonais qui sont plus près se sentent menacés. Or, on s'aperçoit qu'au niveau européen, on en est, comme je le disais tout à l'heure, à la 22e résolution, c'est dire qu'elles ont été efficaces, et où en réalité c'est toujours plus, parce que on voit très bien que pour ces pays-là, dont certains sont en campagne électorale, je vous rappelle que la Pologne est en ce moment en campagne électorale, et on sait très bien que dans tous les pays du monde, le pays en danger, ça soude autour du gouvernement, et le PiS, le parti majoritaire en Pologne, semble pas assuré de son élection. Ouais. Donc, entre des conditions nationales, des conditions historiques, eh bien, l'Europe se trouve aspirée par ces pays. Et puis n'oublions pas aussi que quand on a pris ces pays dans l'Union européenne, la quasi-totalité ne croit pour leur sécurité que dans l'OTAN. Donc forcément, on le voit notamment dans le domaine économique, on ne veut rien faire pour contrecarrer les États-Unis. Et on fait tout ce que demandent les États-Unis. On va y revenir juste après, mais je comprends bien ce que vous me dites. Il y a bien deux Europes, effectivement. Il y a l'Europe de l'Est et puis nous, l'Europe de l'Ouest. Mais pour autant, on a l'impression que dans cette Europe de l'Ouest dont on fait partie, les voix sont quasi unanimes. Tout le monde semble soutenir, les voix politiques, j'entends, semblent soutenir Volodymyr Zelensky. Tout le monde semble vouloir appeler de ses voeux la défaite russe. On voit en Allemagne, par exemple, une opposition qui est un peu plus présente. On pense à Die Linke, par exemple, une extrême gauche qui considère qu'il faut quand même se calmer sur ce terrain-là. De la même façon, l'AfD a pris à de maintes reprises la parole sur la question. Ils ont également dénoncé le sabotage de Nord Stream. En France, que se passe-t-il? Rien. Parce qu'en France, je veux dire, tout débat est désormais... je vais pas dire quasi, il n'est pas interdit, mais ça devient extrêmement difficile. Moi, chaque fois que je vais sur un plateau, je suis agonie d'injures parce que on me demande combien j'ai touché de la Russie, où est mon compte en banque, pourquoi on est traité de collabo, je savais pas que la France était occupée immédiatement. Enfin, ça devient, il y a une sorte d'ordre moral qui se met en place, qui est extraordinaire. Et vous le voyez bien, y compris dans le monde journalistique. Seymour Hersh, prix Pulitzer. Donc c'est le Graal des journalistes. Reconnu par ses pairs. Reconnu par ses pairs. Je vous rappelle que c'est lui qui avait révélé la prison d'Abu Ghraib, c'est lui qui a révélé un certain nombre d'atrocités au Vietnam. Bref, quelqu'un qui à chaque fois, ce qu'il avait révélé qui était dérangeant, s'est révélé juste. Quand il dit Nord Stream a été saboté par les Américains, normalement, ça devrait quand même poser des questions aux Européens. Ça devrait nécessiter une enquête un peu plus sérieuse. Enfin, il devrait, j'allais dire, être presque invité à donner ces éléments. Comment il en est arrivé là? Ça signifierait en clair que celui qui est, paraît-il, notre meilleur allié est en réalité celui qui jette de l'huile sur le feu. Voilà. Personne on peut imaginer que si ce journaliste est au courant, les États sont au courant. Bien sûr. Vous savez très bien comme moi qu'il y a un certain nombre d'enquêtes. Je crois qu'il y a une enquête du Danemark, de la Norvège, de l'Allemagne. Les Russes n'ont pas le droit de participer à une enquête. Enfin, il y a 3 ou 4 enquêtes et ça fait... Il y a plein d'enquêtes de toute façon. Voilà, mais on ne trouve rien, quoi. Et tout ça va être enterré complètement. Et en réalité, on n'a pas envie de trouver. Parce que des fois, on pourrait trouver des choses dérangeantes. Comme par hasard, j'observe que c'est un Nicolas Mélenchon, je cherchais son nom, des iconoclastes, qui faisait remarquer que le cours du gaz avait explosé juste après le Nord Stream 2. C'est-à-dire que celui qui l'a probablement saboté en est aussi le grand gagnant financier. Surprenant. Voilà. Et donc, ce qui devrait quand même faire un débat, parce que là, c'est pas rien, quoi. Ça veut dire, en réalité, est-ce qu'on se fait pas manœuvrer par nos alliés et tout? Dans la presse, on a un petit titre un jour. Il y a quelques journalistes courageux qui en ont parlé. J'ai vu, pour quelqu'un qui, en général, a toujours d'ailleurs beaucoup de courage, Vincent Herouette sur RTL, qui a fait son édito là-dessus. Mais les grandes chaînes d'information ont révélé l'info et puis immédiatement, il est accusé d'être complotiste, il est vieux, il a maintenant tous les défauts. Et donc, en réalité, tout débat sérieux est quasiment interdit parce que... Mais là, vous me parlez là des journalistes, Thierry Mariani. Mais il y a quand même en France des gens qui sont élus par le peuple, qui sont censés défendre leurs intérêts, c'est les politiques.
Donc quand je dis l'AfD dénonce justement le sabotage de Nord Stream, qui occupe cette place en France? Alors Marine Le Pen est la seule au sein du Parlement à dire très clairement qu'il faut chercher des voies de paix. Voilà. D'accord, mais quand même, sur cette question de Nord Stream, par exemple, c'est quand même pas rien. Je veux dire, les conséquences du sabotage de Nord Stream sont calamiteuses pour l'Union européenne, pour l'Allemagne et pour notre économie. Pour la voilà. France. C'est quand même très ténu, les réactions. Oui, il n'y en a aucune pour le moment. Mais parce que on vous explique qu'on attend la suite de l'enquête danoise, néerlandaise et allemande qu'on aura peut-être dans 3 générations. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, je vais être complotiste, oui. C'est moi qui vais endosser le rôle, et puis j'ai l'habitude, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qui leur fait peur, en fait ? Pourquoi quelqu'un n'arrive pas et met un grand coup de pied dans la fourmilière en disant, mais enfin bon... Parce que les États-Unis sont notre allié et qu'ils sont au-dessus de tout. Enfin, je veux dire, ces 20 dernières années... Est-ce que c'est un comportement d'allié, là ? Ah non, mais... Pour moi, je veux dire, les États-Unis sont notre pire concurrent, notre meilleur allié et notre pire concurrent. Je ne vais pas vous rappeler les mémoires c'est pas ces mémoires, c'est les propos du général de Gaulle cités par Perfit, qui était son confident, ou les propos de François Mitterrand, qui disent en clair, on a une guerre souterraine depuis 30 ans. Voilà, je veux dire, c'est bien sûr qu'on ne sera pas envahi par eux, mais en réalité, je prends simplement l'Institut de la guerre économique, qui, en termes d'ingérence dans l'économie et de danger pour nos entreprises, numéro 1, les États-Unis, numéro 2, la Chine, numéro 3, l'Allemagne, numéro 4, la Russie. Voilà, numéro 1, les États-Unis, qui ne peuvent pas accepter qu'il y ait une Europe indépendante et qu'il y ait une Europe puissance, ce qui était le rêve du général de Gaulle, ce qui était le rêve de certains en France, mais pas forcément le rêve de tout le monde en Europe. Le plus grand perdant dans cette affaire du Nord Stream, c'est l'Allemagne, qui a bien plus perdu que la France. Bien sûr. Puisque leur économie est en train aujourd'hui, avec une énergie qui est désormais 2 fois plus chère que de l'autre côté de l'Atlantique, être durablement handicapée. Mais l'Allemagne ne fera jamais rien contre les États-Unis. Vous savez comme moi qu'ils ont un certain nombre de troupes sur le territoire allemand. Vous savez comme moi qu'ils sont des alliés fidèles dans l'OTAN. Et donc, on a une sorte de soumission où on n'ose pas dire grand-chose. Enfin, je ne vais pas vous égrener le nombre d'affaires qu'il y a eu ces 20 dernières années où on s'aperçoit qu'on est des fois espionné par nos meilleurs amis. On n'a viré personne. C'est pas la même chose quand c'est des espions sont des fois des États comme le Maroc ou des États comme la Russie ou d'autres. On a eu plein de... Voilà, là, il y a des grands scandales. Le ballon chinois. Voilà. Et puis, il faut relire, excusez-moi, l'excellent livre d'Éric Branca, Nos amis américains. Voilà, nos amis américains sont nos meilleurs amis, mais notre pire concurrent économique. Voilà. Les Américains ne conçoivent pas qu'il y ait une autre puissance qui puisse, j'allais dire, discuter avec eux. Je pense qu'ils ne voient l'Europe que comme un allié servile, et donc forcément, cette affaire sera étouffée, comme toute une série d'affaires. Ce sera peut-être les historiens dans 50 ans ou dans 100 ans qui annonceront la vérité. Alors sur la question de nos alliés américains, on va évoquer également une question économique. En août dernier, les Américains ont choisi d'adopter l'IRA, donc ça n'a rien à voir avec l'Irlande, comme vous me l'avez rappelé l'autre fois, c'est la loi sur la réduction de l'inflation. C'est en gros 400 milliards d'ici 2030 pour des mesures de soutien à l'industrie verte. C'est du protectionnisme pur. D'ailleurs, c'est dans la lignée toute droite de Donald Trump, mais c'est Joe Biden qui le fait, qui est en très bonne forme. D'ailleurs, Joe Biden, son bilan de santé a été révélé. Donc il y a pour cette IRA des allègements fiscaux, des subventions de production, et la logique c'est d'acheter américain, mais des produits totalement américains. Si je dois résumer, s'il y a un boulon français, on ne bénéficie plus de ces subventions. Pour vous, c'est un danger ça pour l'Europe ? Bien sûr. Moi j'admire les États-Unis, je vais vous dire. J'admire les États-Unis et en réalité... j'en veux pas aux États-Unis parce qu'ils veulent dominer, j'en veux à l'Europe parce qu'elle se laisse dominer. C'est tout. Voilà, eux, ils font leur boulot. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce fameux IRA, Inflation Reduction Act? C'est en réalité un certain nombre d'aides pour produire, faire du patriotisme économique. Excusez-moi d'ailleurs, ce que demande un peu le Rassemblement national. Faire du patriotisme économique, c'est-à-dire on aide tout ce qui est produit en France, aux États-Unis, et point final. Et c'est le meilleur moyen de faire en sorte que les productions qui viennent d'autres pays se retrouvent
plomber sur le marché américain. Et d'autre part, c'est aussi le meilleur moyen d'exporter ces produits à l'étranger moins cher puisqu'ils sont subventionnés. Ce qui normalement est totalement interdit par les accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Quelle devrait être l'action normale des États européens? D'abord, c'est de porter plainte auprès de l'OMC et d'essayer d'avoir, même si l'OMC, ça prend 1 an ou 2 des fois, mais d'essayer de contrecarrer. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien, on laisse faire. Ça a débuté, ça a été annoncé, vous l'avez dit, il y a déjà 6 mois, plus de 6 mois. Au mois d'août. C'est rentré en place en fonction depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, je vous rappelle, on a envoyé Emmanuel Macron en visite d'État, qui est resté 3-4 jours, qui a fait les papouilles habituelles à tout le monde, qui est heureux, qui a fait les photos, qui a dit aux Américains que c'était pas bien, pas gentil, qu'il fallait pas commencer. Il est reparti. Les Américains, bien sûr, ont été très impressionnés et continuent comme avant. On a envoyé le maire avec son collègue allemand, dire qu'on n'était pas content, qu'il fallait pas continuer. Les Américains les ont bien reçus parce que c'est des gens polis et bien éduqués. Et puis ils sont repartis en Europe et ça n'a rien changé. Voilà. Et donc en réalité, on sait très bien que les Américains dérouleront leur programme. Parce que America First, je le répète, moi je leur en veux pas. Je leur en veux qu'on subisse ça et qu'on soit assez stupide pour l'accepter. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'Europe n'a toujours pas eu de plan de réponse, puisqu'en réalité, il y a le Buy European Act qui a été annoncé par Ursula von der Leyen lors du forum de Davos. Oui, mais qui a été annoncé, il n'y a toujours rien pour le moment. Ils en ont discuté au dernier sommet européen la semaine dernière. Mais que le sommet européen a été finalement un peu, j'allais dire, cannibalisé par la présence de Zelensky, qui est venu faire son marché en termes d'armement pour l'Ukraine. Et puis vous avez aujourd'hui deux choix au sein de l'Europe. Vous avez ceux qui disent qu'il faut débloquer très vite des subventions, et elles existent. C'est les subventions en clair du plan Covid, puisque je vous rappelle que les 25 milliards, si je prends le cas de la France par exemple, les derniers chiffres dont on dispose, sur 40 milliards qui devaient nous être attribués, 25 milliards n'ont toujours pas été, comme on dit, décaissés. C'est-à-dire versés parce que les procédures sont longues, parce que les conditions sont peut-être pas toujours bien remplies, etc. Donc il y a de l'argent disponible immédiatement. Mais nous, on a déjà donné les 80 milliards par contre du plan. On a déjà c'est l'Europe qui a emprunté, il faudra les rembourser plus tard. Voilà. Alors, mais de toute façon, nous, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Et ce que je veux dire par là, vous avez déjà un certain nombre d'argent disponible immédiatement. Il suffit simplement de dire à l'Europe, il faut aller plus vite et faire plus simple. Moins de bureaucratie. C'est ce que demande la France. Et de ce côté-là, Macron a raison. Voilà. Et puis, vous avez il a raison pays... de demander, mais tout le monde s'en moque. Vous avez des pays qui ont d'autres intérêts, notamment l'Italie, par exemple. L'Italie, pourquoi? Parce qu'en fonction des différents critères à chaque fois sur la population, la croissance, la situation économique, etc., c'est le principal bénéficiaire des plans européens globaux. Regardez sur le Covid, nous on a touché 40, ils ont touché de mémoire 200 milliards. Voilà. Et ils ont donné beaucoup moins, évidemment. Comment? Ils ont donné beaucoup moins, parce que nous, on a donné plus que ce qu'on va recevoir, bien sûr. Nous, que ce soit l'Italie ou que ce soit la France, on remboursera, on commencera à rembourser dans une dizaine d'années. C'est un emprunt. Et donc, mais c'est sûr que l'Italie, vous avez raison, remboursera beaucoup moins que nous. Et donc l'Italie, Mme Meloni fait son job. Elle dit non, moi je veux pas qu'on fasse une nouvelle répartition de ce qui a été déjà réparti. On veut un nouveau fonds, c'est-à-dire entre nous plus de temps, et puis surtout un fonds où à nouveau, l'Italie sera le grand gagnant. J'adore Mme Meloni, mais nos intérêts ne sont pas les mêmes. Parce qu'il ne faut pas... La France est à chaque fois l'un des principaux contributeurs. Et pas... Voilà. Et donc, dans cette IRA, il est évident qu'il faut réagir désormais très vite si on veut que l'industrie européenne, qui déjà est plombée par le coût de l'énergie, qui a explosé, puisse avoir des aides pour se mettre au niveau de certaines sociétés américaines. Il faut que ces aides soient débloquées extrêmement vite. Voilà, mais vous avez aujourd'hui en Europe, vous le voyez très bien, ce mandat de von der Leyen aura quand même été un mandat qui, je pense, aura complètement changé l'Europe. Parce que d'abord, il a très mal commencé pour Mme von der Leyen, c'est le Brexit. Ce qui est une gifle monumentale. On peut dire que ça a commencé surtout avec sa mise sur la touche en Allemagne pour des scandales de corruption au ministère de la Défense. Où on s'en est un peu débarrassé en la mettant au niveau de l'Union européenne et plus ministre de la Défense en Allemagne. Mais surtout, si vous voulez, dès la première année, l'un des principaux membres claque la porte. Et depuis, en réalité, l'Union européenne recherche à se faire... pas une virginité, mais à montrer qu'elle est en plein développement. Ça signifie quoi? D'abord qu'avant cette guerre en Ukraine, l'Union européenne veut s'élargir à tout va.
On discute avec tous les pays, etc., des Balkans, certains du Caucase, désormais en Europe de l'Est, Moldavie, Ukraine, en leur laissant des perspectives européennes, alors qu'ils n'ont absolument pas le niveau. Absolument pas le niveau. Et tout le monde le sait. Je veux dire, aujourd'hui, prendre l'Ukraine, qu'il y ait une guerre ou pas, ou prendre la Moldavie, ou prendre d'autres pays, c'est faire exploser les finances de l'Europe. Et c'est des pays qui ne sont pas du tout au standard. Voilà. Donc, un agrandissement sans fin. Et deuxièmement, toujours plus de pouvoir. La santé, c'était pas dans les compétences de l'Union européenne. On s'est donné la santé comme compétence. Et puis maintenant, on le voit très bien, c'est en réalité, quand j'entends Mme Metsola répondre à M. Zelensky, l'Europe va vous livrer des armes ou doit vous livrer des armes, quelle est la compétence en termes de défense de l'Union européenne? Or, l'Union européenne aujourd'hui est une fuite en avant permanente pour montrer que c'est un succès. Et cela est extrêmement inquiétant parce que aujourd'hui, aucun État n'ose dire attention, stop. Si, aucun État, si, M. Orban. Il y a quand même il ne faut pas oublier, là, à part quelques États, la Hongrie, la Pologne de temps en temps, disent non, stop, c'est pas dans vos compétences, quoi. Vous savez, je pense que l'Europe aujourd'hui se conduit presque comme un empire. Pendant des années, on a cru que le rêve, c'était une fédération. Mais une fédération, c'est quoi? Ce sont les États-Unis. Chaque État conserve des libertés. Excusez-moi, dans tous les États, il y a un certain nombre de législations sur l'éducation, sur des sujets importants, mais qui défrayent les médias, par exemple les questions de peine de mort ou d'avortement. Chaque État fait ce qu'il veut. Voilà. C'est pas dans les compétences de l'Europe. Désormais, par exemple, l'Europe, au nom de ses valeurs, veut imposer telle éducation sexuelle à la Hongrie, telle nomination des juges à la Pologne. Tout ça, c'est pas dans ses compétences. Et on est en quelque sorte dans une maladie de l'Europe folle, qui se donne de plus en plus de compétences pour montrer qu'elle existe avec deux principes de base. Vous savez, c'est un peu comme quand on faisait son service militaire, on avait deux phrases. 1, l'adjudant a toujours raison. 2, s'il n'a pas raison, c'est l'article 1 qui s'applique. 1, l'Europe fait toujours bien. 2, si elle ne fait pas bien, c'est parce qu'il lui faut plus de pouvoir. C'est ça. Et donc, on est dans une fuite en avant où tout le monde s'auto-congratule à chaque fois qu'on se donne plus de pouvoir et les États se laissent violer. La France en premier, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas et c'est extrêmement inquiétant. Je pense que le mandat de M. Macron et le mandat de Mme Merkel, à peu près donc ces dernières années, auront marqué un recul de notre pays et une fuite en avant de l'Europe qui risque d'être, à mon avis, inquiétante. Juste